Donc oui, pour me présenter, j'ai un petit bureau d'études qui s'appelle Freyo. Donc moi, à la base, je suis designer et urbaniste et je travaille sur les sujets d'adaptation à la chaleur, notamment de prise en compte du phénomène d'îlot de chaleur à l'échelle urbaine et comment en fait on traite cette problématique d'îlot de chaleur de l'échelle urbaine jusqu'à l'échelle de l'aménagement intérieur, en passant notamment aussi par l'architecture. Et j'essaie d'avoir une approche justement aussi plutôt low-tech, donc de promouvoir vraiment des systèmes qui soient réversibles, facilement réplicables, qui utilisent des matériaux biosourcés, etc. Je pense que c'est des problématiques que vous partagez aussi compte tenu de ce qui a été évoqué. Donc mon intérêt pour les sujets climatiques et de conception bioclimatique plus généralement, il est venu d'une thèse que j'ai faite sur l'histoire de la conception bioclimatique en architecture en France et aux États-Unis, sur la période des années 50 jusqu'aux années 80. Et en fait, pour faire cette thèse, j'ai réalisé pas mal d'entretiens, de rencontres avec des ingénieurs qui ont travaillé sur les sujets de conception bioclimatique, grosso modo après le premier choc pétrolier, donc les années 70. Et ça a été l'occasion de visiter pas mal de réalisations donc solaires passives ou bioclimatiques qui ont pu être conçues dans les années 70-80 sur ces sujets, et puis de récolter pas mal de ressources sur ces questions climatiques qui ont été en fait assez présentes dans les années 70-80 et qui ont un petit peu disparu, on pourra en discuter, mais dans les années 90. Et donc un truc que je me suis amusé à faire, c'était de reconstituer l'histoire des techniques passives de chauffage et de rafraîchissement. Donc passives, pourquoi? Parce qu'elles fonctionnent normalement sans électricité et sans énergie auxiliaire. Donc vous avez ici par exemple une tentative pour essayer de restituer l'évolution des systèmes passifs de chauffage. Donc certains reconnaîtront peut-être le mur trombe en bas à gauche. Et voilà, c'était quelque chose que je me suis amusé à faire. Et j'ai aussi essayé de faire ça pour les techniques passives de rafraîchissement, en remontant jusqu'à ce qu'on pouvait trouver dans l'architecture vernaculaire, jusqu'aux années 80. Et donc aujourd'hui, je vais parler justement de ces thématiques d'adaptation climatique de l'architecture vernaculaire. Donc le plan, ça va être celui-ci. Donc qu'est-ce que l'architecture vernaculaire dans un premier temps? Pourquoi est-ce que c'est intéressant de regarder l'architecture vernaculaire du point de vue climatique et bioclimatique? Comment est-ce qu'on peut se servir de l'architecture vernaculaire comme un modèle? Et aussi, je vais essayer de vous proposer un cas d'étude en fait, pour essayer de montrer comment on peut inventer à partir de l'architecture vernaculaire. Alors, qu'est-ce que l'architecture vernaculaire? Un exemple que j'aime bien prendre, c'est en fait donc le terme vernaculaire, si vous voulez, verna en latin, ça veut dire le domestique qui est associé à une maison, à un lieu. Et donc en fait, dans cette étymologie du mot vernaculaire, il y a l'idée que c'est vraiment associé à un lieu, à une localité géographique. Et ça se retrouve dans un vocable qu'on utilise parfois, c'est le terme de langue vernaculaire. Une langue vernaculaire, c'est une langue qui va être utilisée localement dans une certaine communauté. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous parle aussi d'architecture. Ici, j'essaie de rassembler tous les termes qui sont utilisés en France pour parler d'une petite cabane en pierre sèche. Et donc il y a plein de mots très différents. En Bourgogne, moi je viens de Bourgogne, on parle de cadole. Si on va dans le Beaujolais, ils disent plutôt caborne. Il y a Tasbonne, Bory, etc. Donc chaque région va avoir un terme qui va être propre. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va aussi définir certaines techniques qui sont assez différentes. Typiquement, par exemple, les bourries à cordes, elles sont construites avec un système d'encorbellement qui donne une forme de voûte caractéristique qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, par exemple en Bourgogne. Donc voilà, ça illustre un peu ce que peut être cette notion de vernaculaire. C'est que, si on donne une définition, l'architecture vernaculaire, ça désigne l'ensemble des constructions, des aménagements typiques d'une aire géographique construits avec des ressources locales selon des techniques traditionnelles. Donc c'est un peu une définition qui est longue, mais les éléments importants à retenir, c'est le fait que ça renvoie à une localité géographique et le fait que ça utilise des ressources qui soient locales et des techniques traditionnelles. Si vous voulez une date, en fait, généralement, ça correspond aussi, on va dire, au basculement dans on va dire l'industrialisation de la construction. Donc en gros, l'année 1948 est un peu présentée comme, pas la fin du vernaculaire, si vous voulez, mais la fin de l'utilisation des techniques traditionnelles en construction. Bon, on peut en débattre, mais voilà. Et donc il y a des synonymes des termes d'architecture vernaculaire. On peut trouver des fois architecture traditionnelle, architecture populaire, architecture rurale, pré-industrielle. Et un vocabulaire qui était assez populaire, c'est le terme d'architecture sans architecte, parce qu'une partie de ces constructions a été construite par des gens qui n'avaient pas forcément des formations d'architectes, mais qui étaient constructeurs ou qui pratiquaient d'autres métiers et par ailleurs construisaient. Donc voilà, tous ces termes-là renvoient un peu à l'architecture vernaculaire, mais ils ont chacun des connotations qui peuvent être un peu différentes. Alors l'étude de l'architecture vernaculaire elle a été popularisée par certains ouvrages. À gauche, vous avez donc un ouvrage de Rudowski, qui est un anthropologue,
qui s'appelle Architecture sans architecte, qui a donné lieu à une exposition en 1964 au MoMA à New York. Cette exposition, elle a circulé. Et en France, il y a eu aussi des architectes, des géographes qui se sont intéressés à cette question. Et donc vous avez à droite un ouvrage de Dollfuss qui s'appelle L'architecture populaire dans le monde, qui est une cartographie vraiment faite dans les années 50 de toutes les constructions rurales qu'on pouvait trouver. Et il y a plein de chapitres consacrés notamment à la France. Quelque chose qui est souvent présenté quand on s'intéresse à l'architecture vernaculaire, c'est l'idée que, étant donné qu'elle est conçue en fonction des ressources locales, elle est un peu nécessairement adaptée au climat. Et donc on peut limite faire en fait une cartographie par exemple des formes de toiture, des matériaux de toiture, des types de morphologie de construction, et voir si elles correspondent plus ou moins aux grandes régions climatiques qu'on peut mesurer en climatologie. Vous avez ici une carte par exemple des années 60 qui essaie de mettre en correspondance en fait la forme du toit et certaines grandes régions climatiques. Alors on voit que ça colle pas tout à fait. Et à l'échelle par exemple de la France, ça c'est pareil une carte des années 60, en fait où il y a une tentative de caractérisation des formes de toiture, des morphologies de toiture en fonction des vents. Donc il y a des choses qui peuvent aussi plus ou moins coller. On va en parler juste après. Et qui dit forme de toiture dit aussi type de couverture, type de matériau de couverture. Donc ici j'ai mis une carte des grandes régions climatiques françaises avec une carte des matériaux de couverture recensés récemment par un géographe. Et on voit qu'il y a des choses qui collent plus ou moins bien et pas forcément très justes. Et en fait, il y a des fois ça colle vraiment pas du tout. Par exemple, dans la région que je connais un peu, c'est la région Méditerranée, c'est présenté comme une région où il n'y a que des tuiles, alors qu'en fait, si on regarde finement, par exemple en Camargue, vous avez les cabanes de Gardiens, ce qu'on voit à gauche, qui sont des cabanes construites avec de la chaume. Donc en fait, on voit que cette carte-là, elle n'est pas assez précise. Et en fait, il y a toujours une ambiguïté, justement, quand on va regarder l'architecture vernaculaire d'un point de vue déterministe, de dire finalement, cette architecture, elle est déterminée par le climat. En fait, ça reste assez limité parce que pour les cabanes de Gardiens, il y a toute une culture qui va être liée à ça. C'est des cabanes qui étaient conçues dans les zones rurales. C'était pas forcément habité toute l'année, donc il y a toute une culture qui va être liée à ça. La forme des toitures, elle va être liée notamment par contre au Mistral. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde l'architecture vernaculaire, il y a des éléments qui sont déterminés climatiquement. Par exemple, sur la cabane de Gardiens, il y a la forme de la toiture, mais il y a des choses qui n'ont pas forcément à voir avec le climat. Et donc la vraie question quand on s'intéresse à l'architecture vernaculaire du point de vue climatique, c'est comment est-ce qu'on peut étudier l'adaptation climatique de l'architecture vernaculaire sans tomber dans une forme de déterminisme, de dire finalement c'est déterminé par le climat, et limite en regardant une carte des climats, je peux déduire ce que va être l'architecture vernaculaire. Une solution pour essayer justement de ne pas tomber dans ce déterminisme, c'est justement, ce qui m'intéresse, c'est l'approche bioclimatique. Donc l'approche bioclimatique, on parle souvent de conception bioclimatique aussi. Si vous voulez une définition un peu générale, ça va être l'art de construire en harmonie avec le climat. Ça c'est une définition un peu générale. Et si on essaye de détailler un peu, qu'est-ce que ça peut être vraiment une construction bioclimatique? Ça va être une construction qui maximise l'utilisation du potentiel climatique d'un lieu pour répondre aux besoins de ses habitants. Donc, par exemple, les besoins, ça peut être le chauffage, le rafraîchissement, mais il y a aussi les thématiques de lumière naturelle, d'air simple, les questions de ventilation naturelle, etc. Et donc, en conception bioclimatique, on a cette idée qu'un bâtiment doit pouvoir exploiter les potentialités d'un climat local et des microclimats pour répondre à des besoins. On a des illustrations des maisons bioclimatiques des années 70 qui en fait sont des espèces de manifestes de ce truc-là. Donc là, par exemple, c'est les maisons solaires passives des États-Unis. Donc ça, c'est une maison qui est située à Santa Fe, qui date de 1978. Et là, on est dans un climat de montagne, où on est à 1500 mètres d'altitude, on a 3500 heures d'ensoleillement par an. Donc on a des gros besoins de chauffage d'un côté et un gisement solaire qui est abondant. Du coup, on a des maisons qui ont sont des espèces de gigantesques serres et qui exploitent différents phénomènes de stockage de la chaleur par des systèmes avec de l'inertie. C'est des maisons construites en terre crue, majoritairement, avec différents dispositifs. On a les mêmes versions en France. Ça, c'est une maison qui est près de Perpignan, avec un système de capteur à air qui permet de faire soit de préchauffer l'air neuf, soit de recycler l'air chaud intérieur, soit carrément de faire de la ventilation en prenant de l'air sur la façade nord. Donc il y a tout des jeux de trappes qui permettent de moduler ce truc-là. Et quand on regarde l'architecture vernaculaire, on voit aussi qu'il y a une certaine adaptation prise en compte de ces questions climatiques et que, d'une certaine manière, elle maximise aussi l'utilisation du climat. À gauche, vous avez une photographie d'un village en Espagne, nord de l'Espagne. En fait, on voit que
majorité des façades orientées, donc ça c'est sur des façades sud. En même temps, les ouvertures ne sont pas si grandes que ça, donc on voit qu'il y a un jeu d'arbitrage qui a été fait sur la taille des ouvertures, qui dépend aussi des contraintes économiques, des possibilités de vitrage, etc. Et à droite, vous avez les zones de ce qu'on appelle les bas de gear. Les bas de gear, c'est des tours avant qui permettent de faire de la ventilation naturelle dans les zones désertiques. Donc ça, c'est des images qui viennent du Pakistan, je crois. Et donc l'idée, c'est de capter le vent en hauteur, donc il va être plus régulier et moins chargé en sable, et de le canaliser à l'intérieur des constructions pour faire de la ventilation naturelle. Et ce qui est intéressant quand on s'intéresse à l'histoire de la conception de bioclimatique, c'est qu'à la base, il y avait l'idée que cette conception de bioclimatique, elle était plus générale, et parmi les gens qui ont théorisé la conception bioclimatique, il y a cet architecte qui s'appelle Victor Olgier, qui est un architecte américain, qui lui parlait plutôt plus généralement d'approche bioclimatique, donc du fait de regarder on va dire plus généralement les relations entre les bâtiments et le climat. Et une définition qui donne, c'est que l'approche bioclimatique, c'est une méthode qui consiste à étudier un bâtiment ou un aménagement par référence à des facteurs ou des éléments climatiques. Donc en fait, plus généralement, c'est pas qu'une méthode de conception, c'est aussi une méthode d'analyse, d'étude, qui permet de mettre en correspondance un bâtiment avec certaines caractéristiques climatiques. Et parmi les ingénieurs qui ont essayé d'appliquer cette méthode, il y a un ingénieur français qui s'appelle Raymond Ayoub, qui a travaillé sur les sujets de prise en compte de conception bioclimatique de l'année 60, et qui a notamment étudié le cas des constructions rurales en paille. Donc ça, c'est des constructions trouvées au centre de l'Afrique. Lui, avec cette idée, il essaie de théoriser un peu cette méthode-là, et il dit qu'il faut aller regarder la fonction climatique des éléments. Ça, c'est hyper intéressant parce que plutôt que de dire on va regarder l'architecture vernaculaire de manière générale en disant elle est déterminée par le climat, lui, il va dire bah non, il faut regarder élément par élément. Est-ce que cet élément est performant ou intéressant du point de vue climatique? Il faut décomposer une construction pour essayer de comprendre en fait, ses qualités climatiques. Et donc, parlant notamment de ces constructions en paille qu'il observe en Afrique centrale, il dit ceci: la paille offre une protection thermique quasiment parfaite, comme autant de résistances superficielles successives. Alors, cette formule, résistance superficielle successive, elle va parler sans doute aux ingénieurs. Et ce qui est très intéressant, c'est que Raymond Ayoub, en fait, il utilise un vocabulaire d'ingénieur dans les années 60 pour justifier les performances thermiques de la paille. Et c'est hyper intéressant parce que tout d'un coup, un matériau qui est qualifié à cette époque d'un peu pauvre ou pas très populaire, voilà, la paille n'est pas aussi populaire qu'aujourd'hui, bah, en fait elle est tout d'un coup légitimée parce qu'un ingénieur dit bah non, en fait elle fonctionne comme un système de résistance superficielle, donc elle a des qualités qui lui sont propres. Une autre figure de cette période-là qui a mis en œuvre, on va dire, cette approche bioclimatique, c'est, donc sans forcément trop la citer, c'est Hassan Fathy. Hassan Fathy, c'est un architecte égyptien qui a publié en 1970 cet ouvrage « Construire avec le peuple », vraiment que je vous recommande pour celles et ceux qui travaillent sur la terre crue, parce qu'en fait, dans cet ouvrage, Hassan Fathy raconte comment il a décidé de reconstruire un village en terre crue contre, en fait, à l'époque, pas mal de lobbies du béton qui préféraient en fait construire en parpaing. Et en fait, c'est le récit de cette construction. Il parle des sabotages qu'il y a eu sur ces chantiers, des difficultés pour s'approvisionner en terre, etc. Et voilà, il fait toute une mise en valeur de la terre crue. Et Hassan Fathy, dans les années 70, ce bouquin en fait, a été tellement populaire que ça a vraiment diffusé la terre crue à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'à la suite de ce bouquin-là, Hassan Fathy a été invité notamment aux États-Unis. Il a construit une des premières mosquées en terre crue des États-Unis. Il a été invité en Corse aussi. Il a construit un auditorium là-bas, il a participé à la construction de l'auditorium en terre crue en Corse. Donc en fait, c'était quelqu'un qui a vraiment contribué à la diffusion de la terre crue dans les années 70 et à sa popularité. Et donc lui, il travaillait en Égypte, et donc la thématique qu'il avait surtout, c'était le confort d'été, comment est-ce qu'on peut arriver à avoir des constructions fraîches. Et quand il parle du coup de la brique de terre crue, il dit ceci: la brique séchée au soleil est fort heureusement un des plus mauvais conducteurs de chaleur. Les maisons en briques de boue de Haute-Égypte restent remarquablement fraîches la majeure partie de la journée. Et en fait, dans le travail de Fathy, il y a cette idée que la construction en terre crue, qui a une mauvaise image, en fait, qui a l'image d'une construction pauvre, rurale, pas forcément valorisante, là, en fait, non, thermiquement, elle est très performante. Donc, toute sa thématique de travail, tout le thème général de son ouvrage Construire avec le peuple, c'est de dire, maintenant, la terre crue, qui a une mauvaise image, en fait, elle doit être valorisée pour ses qualités thermiques, et c'est pour ça que moi, je vais construire en terre crue. Enfin, voilà, c'est tout son message qu'il essaie de porter. Et donc il va notamment construire un village qui s'appelle le New Gourna, vous voyez à gauche en terre crue, qui est aujourd'hui, je crois, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ce qui est très intéressant, c'est que lui va montrer aussi qu'il y a des savoir-faire qui ont été découverts par les bâtisseurs vernaculaires. Par exemple, à droite, vous avez ce qu'on appelle des voûtes nubiennes. Donc c'est des voûtes qui ont des formes caractéristiques
Et elles ont des formes qu'on dit en chaînette. En chaînette, la chaînette, c'est la forme que prend une chaîne qui est suspendue. Donc si vous prenez en fait cette forme-là, vous l'inversez, c'est la forme que prend une chaîne qui est suspendue. Et ce qui est intéressant, c'est que la forme en chaînette, on sait depuis le 18e, 17e siècle que c'est une forme mécaniquement qui est extrêmement bien optimisée. C'est des recherches qui ont été faites par des mathématiciens comme Huygens, Leibniz, etc. Donc aujourd'hui, elle est très bien connue. Sauf que Fatigui, la forme en chaînette, elle est utilisée depuis au moins 2000 ans en Égypte. Et la question qui pose, c'est comment des maçons ont intuitivement pu découvrir les performances mécaniques de la chaînette sans tous les outils mathématiques qui ont été mis au point beaucoup plus tard, des siècles plus tard, en Europe. Et donc c'est toute cette question aussi de dire, finalement, il y a des savoir-faire d'une haute technicité dans l'architecture vernaculaire qu'il faut arriver à valoriser. Autre exemple, il parle de ces abris qui existent à l'extérieur, en Égypte, qu'on appelle les madiafas. C'est des abris extérieurs, en fait, qui permettent de créer une ventilation naturelle à l'extérieur par effet Venturi. En gros, l'idée, c'est que vous avez des toutes petites ouvertures qui vont être face au vent et une grande ouverture sous le vent. Et en fait, ça va créer une différence de pression qui va faire qu'il y aura une accélération de l'air au niveau des petites ouvertures. Et en fait, ça va créer un flux d'air plus régulier. Donc ça, c'est pareil, c'est un effet qui s'appelle l'effet Venturi, qui a été découvert plus tard. Et lui, en fait, dit, non, cet effet Venturi était intuitivement connu et compris et exploité par des bâtisseurs de certaines constructions vernaculaires. Alors pour l'anecdote, j'ai essayé de réactiver ce truc-là lors d'un concours, mais ça n'a pas du tout marché. Donc ça nous amène à une question, comment est-ce qu'on peut se servir de l'architecture vernaculaire comme d'un modèle? Alors j'ai pris deux exemples. Un premier modèle que je voulais évoquer, c'est le cas des constructions des Indiens Pueblo. Alors les Indiens Pueblo, c'est une communauté d'Indiens, donc plutôt antérieure à la colonisation espagnole, qui existait, qui vivait aux États-Unis. Donc on les retrouve dans ces régions-là. C'est les régions qui correspondent grosso modo au Nouveau-Mexique, l'Arizona, le Colorado aujourd'hui. Et les Indiens Pueblo, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils avaient une culture en fait qui était vraiment ancrée, qui était liée au climat. Notamment, ils avaient des divinités en fait dans la culture, le folklore Pueblo, qui se nourrissent du soleil. Et vous avez ici une illustration d'une de ces divinités en fait qui se nourrit du soleil du matin. Et dans la culture des Pueblos, vous avez cette place qui est accordée au climat, au soleil, dans tous les cultes qu'on peut trouver là-bas. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça se traduit aussi dans l'architecture. Donc ça, c'est un village Pueblo typique, c'est Acoma Pueblo. Donc les constructions Pueblo, si vous voulez, c'est des constructions en briques de terre crue, avec des murs de 50 à 60 cm d'épaisseur, des toutes petites ouvertures, et un système de construction en terrasse. Vous voyez, les constructions sont un peu conçues comme des cellules superposées les unes sur les autres, avec une toiture plate. Tout ce qui est les poutres qui dépassent, donc c'est simplement des rondins à Penecaris, qu'on appelle les vigas. Donc voilà, il y a toute une typologie des constructions Pueblo qui est assez intéressante et qui a été décrite par certains architectes français dans les années 70, notamment Patrick Bardou et Varojo Arzomagnan, qui ont créé les éditions Parenthèses, peut-être que vous connaissez en architecture, qui sont allés étudier ces constructions et ils ont fait des magnifiques couples qui expliquent justement les caractéristiques de ces constructions-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que en fait, les accès se font par l'extérieur, notamment par des petites échelles, donc en fait, on accède par tout un jeu d'échelles aussi sur ces cellules superposées. Et l'intérêt en fait des constructions Pueblo, en fait, ça a été documenté à la fin des années 70, c'est que, étant donné qu'elles ont ces murs assez épais en terre crue, elles ont une excellente inertie thermique, une inertie thermique très élevée. Elles ont des toutes petites ouvertures qui permettent justement de limiter aussi les apports solaires. Et donc l'inertie thermique des constructions Pueblo a été considérée comme exemplaire dans les années 70 et en fait a entraîné tout un mouvement, on va dire, de renouveau des constructions en terre crue aux États-Unis. J'évoquais les maisons solaires passives au début tout à l'heure. C'est des constructions qui ont été inspirées justement des qualités thermiques des Pueblo avec beaucoup d'inertie thermique, d'où cet intérêt justement pour la construction Pueblo. D'autres choses qui ont été étudiées dans les années 80, fin 70-80, c'était aussi la morphologie des villages Pueblo, en fait, leur orientation. Et ça a été étudié par un architecte américain qui s'appelle Ralph Knowles, qui lui, en fait, s'est amusé, donc à l'époque, pas d'outils numériques de simulation, donc on a fait un peu à façon low-tech pour le coup. Donc il a étudié en fait l'ensoleillement des villages Pueblo à partir de diagrammes solaires,
et de maquettes d'héliodons. Donc c'est des maquettes dans lesquelles on va essayer de reconstituer la course du Soleil, donc avec des projecteurs ou des lumières. C'est extrêmement compliqué à faire parce que le rayonnement solaire a un rayonnement, enfin les rayons solaires sont parallèles, alors que quand vous avez une lumière ponctuelle, les rayons sont divergents. Donc en fait, typiquement, c'est assez compliqué on ne peut pas reproduire la lumière solaire, on va dire, avec juste des maquettes, c'est compliqué. Mais ça a été bricolé à l'époque pour essayer de le faire. Et ce qu'il a observé, en fait, c'est que les villages pueblos, par leur orientation, par leur morphologie, étaient assez bien adaptés au climat, et notamment en fait ils étaient bien équilibrés entre les apports solaires en période hivernale et la protection solaire en période estivale. Et vous avez ici un autre exemple de village pueblo qui est situé dans le Colorado, qui s'appelle Mesa Verde. Et en fait là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le village est positionné sous un promontoire rocheux. Alors c'est un peu impressionnant effectivement vu l'image, mais apparemment ça n'a jamais trop posé de problème. Et en fait, ce promontoire va faire office de brise-soleil, si vous voulez, naturel, de casquette naturelle, et va limiter les apports solaires en période estivale, tout en permettant d'avoir des apports importants en période hivernale. Donc on peut discuter après la question de est-ce que c'est légitime de s'appuyer sur le solstice, sur la question de performance d'été et ça. Enfin, voilà, on peut rentrer dans le détail de ce truc-là, mais voilà, là c'est une espèce de démonstration avec les moyens de l'époque de l'efficacité, des qualités des constructions traditionnelles des Indiens pueblos. Et Ralph Noll, ce qui est très intéressant, c'est que lui, à partir de l'observation des villages pueblos, il va théoriser ce qu'il appelle le concept d'enveloppe solaire. L'enveloppe solaire, c'est la morphologie que doit prendre un bâtiment pour maximiser l'ensoleillement des bâtiments alentours. En fait, ça vous donne des morphologies assez étranges, mais l'idée c'était, en fait, dans les années 70-80, de privilégier ce qu'on appelait le droit au soleil, c'est-à-dire le fait que quand un bâtiment neuf se construit, il doit conserver les qualités d'ensoleillement des bâtiments sur lesquels il va faire. En fait, il ne doit pas créer de masque, en fait, simplement. Et donc ça donne des morphologies de bâtiments un peu étranges, avec des systèmes de terrasses, de gradins, etc. Et voilà, ce qui est très drôle, c'est que Noll, c'est vraiment en observant l'architecture des Indiens pueblos qui s'est dit il faut arriver à théoriser ces concepts d'enveloppe solaire. Alors aujourd'hui, ce pas des concepts qui sont très populaires, c'est un petit peu encore étudié par certaines universités, mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que conceptuellement, cette notion d'enveloppe solaire, de droit au soleil, elle vient d'une observation des architectures des pueblos. Après les États-Unis, je vais parler d'un cas de la France. Donc désolé, c'est plutôt dans le sud de la France. Et en fait, donc, parmi les modèles de construction qui ont été étudiés du point de vue de l'adaptation climatique, il y a les constructions des corbières. Donc les corbières dans une zone qui est assez ventée, très ensoleillée du sud de la France. Une zone où il pleut de moins en moins aussi, ça c'est une thématique plus actuelle. Et dans les années 80, il y a un architecte d'origine suisse qui s'appelle Michel Gerber qui entame, grâce à une aide du plan construction, une étude des villages traditionnels des corbières. Il va faire une étude de plusieurs villages assez poussés, donc avec des relevés des bâtiments traditionnels, des plans masses, des études aussi avec les moyens de l'époque d'ensoleillement, des masses, etc. Et il va en déduire un certain nombre de principes. Par exemple, il va en déduire des principes sur l'exposition bien sûr au sud, des choses comme ça, mais aussi des protections liées notamment, on est dans une région qui est très ventée, exposée à la tramontane, où en fait il faut arriver à protéger certaines ouvertures des vents dominants. Et lui, il va mettre en œuvre, en fait, dans pas mal de rénovations qu'il va faire dans les corbières, ces principes de protection notamment des constructions au vent. Donc à gauche, vous avez l'exemple d'une métairie du XVIe siècle qui a été rénovée là c'est avant la rénovation, et on voit la morphologie de la construction qui est complètement surbaissée, qui est entourée de haies pour justement limiter, bénéficier de l'effet brise-vent. Et à droite, vous avez une construction qui a été rénovée par Gerber, et en fait, vous voyez qu'il y a une espèce de mur à gauche qui fait effet de saillie en fait, pour limiter l'écoulement du vent sur la serre juste devant. Un exemple aussi de détail qu'il a pu mettre en œuvre. Donc là, c'est une protection, c'est une ouverture qui est à l'ouest, et donc lui a construit une espèce de joug, justement, pour faire l'effet de déflecteur par rapport au vent qui pouvait arriver sur ses orientations. Donc en fait, lui s'est servi de ce qu'il avait pu observer dans l'architecture traditionnelle des corbières pour le réactiver dans le cadre de ces rénovations. Il a aussi expérimenté des choses assez originales, ça je voulais vous en parler. Dans les années 70-80, l'eau était considérée comme un matériau de construction. Pourquoi ? Parce que ça a une capacité thermique massique qui est très intéressante, et c'est un matériau qui ne coûte pas grand-chose, en fait il faut juste payer le contenant, mais en soi l'eau, à part quelques additifs, si vous voulez éviter qu'il y ait des problèmes de corrosion, etc., ça ne coûte pas grand-chose, et c'était utilisé comme matériau pour rapporter de l'inertie dans des bâtiments. Et donc typiquement dans la rénovation de droite,
vous avez une colonne de 5000 litres d'eau qui avait été intégrée. Donc là, si vous voulez, le contenant, c'est un coffrage de piles de béton qui a été réemployé, rempli d'eau. Et en fait, l'idée, c'était de se servir de ce matériau-là pour en fait apporter encore de l'inertie, du stockage thermique en période hivernale, et pour augmenter l'effet. Alors, je ne sais pas combien de temps il est resté, je sais qu'aujourd'hui, il n'y est plus. Je ne sais pas comment ils ont pu l'enlever non plus, je n'ai aucune idée de comment ils ont installé ce truc-là. Mais c'était simplement aussi pour dire qu'il y a eu des expérimentations sur ces notions d'inertie thermique, et notamment sur l'utilisation de l'eau. Mais un truc super intéressant qui a été découvert, ou redécouvert peut-être dans cette étude des Corbières, c'est le fait qu'il existait en fait dans l'habitat rural et traditionnel une dissociation des espaces entre l'été et l'hiver. Par exemple, dans le cas d'une petite maison qui est située à Feuillat, donc un village des Corbières, les architectes ont observé qu'il y avait une chambre d'hiver dissociée de la chambre d'été. La chambre d'hiver était collée à la cuisine avec une rotation ouest, tandis que la chambre d'été est située au nord, donc vraiment à l'écart. Et voilà, il y a vraiment une dissociation entre ces deux espaces qui est nette sur le plan et qui a été documentée par des entretiens, etc. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, les entretiens ont montré qu'il y avait un mode d'habiter différent entre l'été et l'hiver. Ça, c'est des choses qui ont été nommées et étudiées dans les années 80, notamment par deux architectes, Georges et Jeanne-Marie Alexandrov, qui ont théorisé ce qu'ils appellent le nomadisme interne. C'est le fait que dans un bâtiment, il y a un certain nomadisme qui doit s'exercer, ou qui s'exerçait traditionnellement, en fait, entre les différentes saisons. Et en fait, ce nomadisme, eux, l'ont observé dans plein de constructions, notamment en Iran, dans certains palais, où il y a des dissociations entre la cour du matin et la cour du soir. Donc il y a des cours qui vont être exposées, d'autres ombragées, des espaces au nord et au sud qui sont différemment exposés. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça s'oppose à toute une idéologie un peu bourgeoise et de dire chaque pièce est attribuée à une fonction. En fait, ce qu'on observe dans l'architecture vernaculaire, c'est qu'il y a une espèce de polyfonctionnalité, il y a une migration à l'intérieur des bâtiments qui s'exerçait, et ça s'oppose justement à cette architecture un peu classique. On a le salon, l'antichambre, voilà, l'architecture bourgeoise qui s'est aussi structurée avec le fonctionnalisme, avec l'idée qu'on chaque pièce devait avoir une fonction. Et en fait, là, il y a une contradiction flagrante entre les modes d'habiter qui étaient en relation avec le climat qui pouvaient exister dans l'architecture vernaculaire et ce qui s'est développé au moins au XXe siècle, voire avant. Et donc ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant et qui a été aussi exploité par ces architectes des années 70-80 sur comment est-ce qu'on pouvait favoriser ces questions de nomadisme interne. Donc un exemple aussi de nomadisme interne qu'on trouve par exemple dans les pays du Maghreb, c'est justement le fait d'habiter les terrasses pendant la nuit. Donc les terrasses sont conçues pour être habitables, pour pouvoir y dormir notamment. Donc il y a des contraintes d'intimité qui font que sur ces terrasses-là, on a des murs d'acrotère assez hauts pour permettre d'être dans l'intimité si on est sur la terrasse, alors que les espaces au rez-de-chaussée sont habités pendant la journée parce qu'ils restent assez frais, parce qu'il y a une grosse inertie thermique également. Donc là, c'est des illustrations qui viennent du livre d'André Ramero, qui a travaillé sur le Mzab en Algérie. Autre chose aussi qui est intéressant en termes d'architecture vernaculaire comme modèle, ça vient d'une exposition qui a eu lieu l'année dernière à Venise, dans le cadre de la Biennale d'architecture, c'est le Papillon slovénien, qui a fait toute une enquête sur les techniques ou les systèmes de chauffage et d'isolation mobile qui pouvaient exister dans l'architecture vernaculaire. Parmi les systèmes qui sont documentés, il y a certains sans doute que vous connaissez, ça c'est les poêles qu'on trouve dans certaines isbas russes. Donc les isbas russes, c'est les maisons construites en bois, et à l'intérieur de ces isbas, il y a ces espèces d'énormes poêles qui sont à la fois des poêles, des cuisinières, mais aussi des lieux sur lesquels on peut s'asseoir. Il y a des banquettes intégrées, il y a toute une logique aussi d'un espace qui soit un point de ralliement en termes de chauffage. Donc il y a tout un mobilier qui est aussi lié à ça. Des choses aussi qui ont pu être documentées, que vous connaissez peut-être, c'est les chambres placards. En fait, c'est l'idée d'aller dormir dans un petit volume pour limiter le volume à chauffer en période hivernale. Donc ici, c'est des photographies qui ont été retrouvées de construction rurale. Aussi une logique de hauteur sous plafond différenciée en fonction des saisons. Donc là, eux ont fait l'hypothèse dans ce bâtiment-là qu'il y avait une dissociation des espaces d'été et des espaces d'hiver en fonction de la hauteur sous plafond, le fait d'habiter seulement au rez-de-chaussée ou les étages. Mais en tout cas, il y a une différence de sous plafond qui est flagrante. Et une chose qui est particulièrement intéressante, alors on ne voit pas très bien sur les photos, ça il faut vous dire que c'est des choses qui sont assez délicates à documenter parce que ça reste du patrimoine, on va dire, un peu immatériel, donc c'est compliqué de trouver des choses dessus. Mais ce que vous voyez sur cette photo, c'est le fait que traditionnellement, donc ça c'est des images je crois, de Pologne, il
existait des toiles qui étaient tendues et qui faisaient office de faux plafond en période hivernale. L'idée, c'était de réduire le volume à chauffer. Et donc, ce que vous voyez au fond, c'est cette espèce de grande toile qui était tendue pour limiter en fait, la hauteur sous plafond et réduire le volume à chauffer. Donc, nous, dans nos régions, on connaît aussi l'utilisation des tapisseries qui pouvaient exister dans les châteaux et demeures plutôt bourgeoises. L'idée, c'était justement de corriger l'effet de parois froides produit par un mur à cause de l'inertie thermique en suspendant des tapisseries. Et ce qui est intéressant, c'est que des fois, on a des témoignages qui disent que la tapisserie elle est parfois décollée de plusieurs dizaines, voire presque 1 mètre. En fait, elle peut vraiment être décollée du mur. Donc ces tapisseries, elles servaient vraiment à définir des espaces réduits, comme si vous voulez, des boîtes dans la boîte à l'intérieur de certains volumes habités. Et ces techniques-là, elles ont été récemment remises en œuvre dans le cadre d'une rénovation par une agence barcelonaise qui s'appelle TAC. Donc c'est la rénovation d'un appartement de 110 mètres carrés à Barcelone, un appartement très mal orienté, orienté plein noir, ce qui est peut-être une bonne orientation du point de vue du confort d'été. Mais ce qu'ils ont fait, ce qui était assez intéressant, c'est que dans leur hypothèse de travail, ils se sont dit, plutôt que de faire une rénovation thermique intégrale des 110 mètres carrés de l'appartement, on va dissocier un espace d'été d'un espace d'hiver. Donc l'espace d'hiver, ça va être la boîte que vous voyez en bois ici, qui est une boîte donc, qui est surélevée, qui est avec un plafond qui est surbaissé aussi, qui va être isolé. Et donc ça va être l'espace qui va être habité en hiver, qui permet de réduire le volume à chauffer. Et tout le reste, toute la périphérie, c'est le volume donc, qui est habité en été, qui va conserver, donc c'est un bâtiment en structure béton, qui va conserver l'inertie thermique du béton. Et donc vous avez ici le principe, vous avez cette boîte dans la boîte surisolée pour la période hivernale, et toute la périphérie va servir d'espace d'été, pour essayer de conserver, utiliser l'inertie thermique du béton dans la rénovation. Et ça, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que c'est une démarche de rénovation thermique qui est un peu alternative et qui justement va valoriser, réactualiser ces questions d'espace tampon, d'isolation mobile qu'on pouvait trouver dans l'architecture vernaculaire et que j'évoquais juste avant. Ça m'amène du coup à mon dernier point qui est comment est-ce qu'on peut essayer d'inventer à partir de l'architecture vernaculaire. Et donc nous, la thématique qui m'anime et qui doit aussi vous animer, j'imagine, c'est la question du changement climatique, des bouleversements climatiques à venir. Et voilà, c'est ce fait que ces problématiques de confort d'été deviennent croissantes, tout en conservant quand même des problématiques de confort d'hiver. Donc on se retrouve à articuler un petit peu des contraires dans les opérations. Et dans ce qui m'intéresse et les travaux que j'essaie de faire, voilà, la question surtout c'est les lieux de chaleur, comment est-ce qu'on fait dans les villes, comment est-ce qu'on fait avec un patrimoine qui est existant. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'une étude que j'ai faite à Arles avec plusieurs architectes. Donc Arles, c'est une ville qui est située en zone méditerranéenne. Donc cette étude, elle concernait le centre historique d'Arles, qui est protégé par un PSMV, plan de sauvegarde et mise en valeur du patrimoine. Et le problème d'Arles, si vous voulez, c'est qu'il y a des conflits entre la mairie et les architectes des bâtiments de France, parce que typiquement, récemment, ils voulaient installer des fontaines sur une place, sauf que vu que les fontaines n'existaient pas initialement, il y a eu un avis défavorable des architectes des bâtiments de France, donc un conflit. Et l'idée, ça a été de travailler justement à comment est-ce qu'on peut adapter cette ville patrimoniale à la chaleur. Donc c'est une étude qui a été menée, commanditée par la DRAC et la mairie d'Arles, avec deux groupes d'architectes, Atelier Géminet, Atelier Marais, et des bureaux d'études environnementaux et botaniques qui nous ont accompagnés. Et la vraie problématique qu'on a donc à Arles, mais sans doute aussi dans d'autres villes patrimoniales, c'est le fait que c'est compliqué d'avoir des stratégies de plantation parce que le sous-sol est extrêmement encombré. Donc à Arles, vous avez donc, le passage des réseaux, ça c'est souvent classique. Vous avez aussi des vestiges qui sont enterrés, voilà, on ne sait pas bien où est-ce qu'ils sont. Et il y a aussi une singularité, c'est qu'il y a des caves qui sont en débord sous la chaussée, qui ont été creusées illégalement au XVIIe et XVIIIe siècle, qui empêchent par exemple de planter des pieds d'immeubles ou des pieds de bâtiments, parce que du coup vous créez des infiltrations, des inondations des caves. Donc il y a tout un encombrement des sous-sols qui en fait gêne, qui est problématique, en tout cas empêche d'avoir une stratégie de plantation, on va dire, un peu généreuse. Et donc le parti pris de l'étude, en fait, c'était de travailler à essayer de produire une trame, des stratégies de rafraîchissement à Arles. Et des choses qui ont été observées, c'est notamment le nom de certaines rues. Par exemple, il y a une rue qui s'appelle la rue de la Porte de l'Or. Et l'or, si vous voulez, dans le langage provençal, c'est le vent du sud, le vent marin. Et donc on savait, en fait, par le nom de cette rue, qu'elle était bien exposée au vent du sud. C'est aussi confirmé par la Rose des Vents. Donc la Rose des Vents, vous la voyez à droite. Vous voyez tout en haut, c'est la présence du Mistral qui est très courant dans cette région. Mais vous voyez aussi en mois de juillet, ça c'est la Rose des Vents du mois de juillet, qu'on a aussi ce vent du sud, donc, qui correspond aussi au témoignage et au nom de cette rue de la Porte de l'Or.
On a aussi documenté la présence de canaux enterrés. Donc il y a plusieurs canaux qui passent à Arles, mais il y en a un gros qui s'appelle le canal de Craponne et qui permet d'irriguer en fait toute la plaine de Crau qui est à l'est d'Arles. Et ce canal en fait il est enterré au niveau dans la zone, enfin il est entouré sur une large partie, mais surtout sur la zone que j'ai entourée ici. Et le fait qu'il soit enterré, c'est problématique parce que du coup on ne bénéficie pas du rafraîchissement qu'il pourrait éventuellement apporter. Et donc la stratégie qu'on essaie de proposer à la ville, c'était de dire il faut arriver à ouvrir ce canal sur cette zone-là, qui n'est pas une zone avec beaucoup d'activité, c'est une zone qui est un peu délaissée. Et en fait, on va profiter de ces vents du sud pour essayer de faire remonter la fraîcheur produite au niveau de ce canal, jusque dans les places qui sont les plus minérales, les plus chaudes, et qui peuvent vraiment ne pas bouger parce qu'elles sont patrimoniales, elles sont classées. Notamment ici, vous avez souligné en tout en rose la place de la République, qui est la place historique d'Arles, qui est une place sur laquelle il y a les férias, etc., où c'est extrêmement compliqué, ne serait-ce que de poser juste un banc ou une pergola. Et donc le principe, c'est celui-ci. Vous avez le canal de Craponne qui serait mis à jour sur votre droite, et soit sous l'action du vent du sud, soit sous l'action des brises thermiques qui pourraient être créées entre les différences de température au niveau de ce canal et au niveau de cette place de la République. L'idée serait de faire remonter la fraîcheur. Alors tout ça c'est extrêmement hypothétique parce que les brises c'est des trucs extrêmement compliqués à documenter et à identifier. Donc ça reste des choses, c'est des choses qu'il faudrait vraiment arriver à investiguer de manière plus profonde, mais c'est, on va dire, la base de la stratégie, elle repose sur cette chose-là, sur vraiment cette différence de température qu'on souhaite créer entre le canal de Craponne mis à jour, déterré, et la place de la République qui est un point de surchauffe. Autre chose qui a été faite, c'est d'aller documenter les îlots de fraîcheur existants, et notamment d'aller voir en termes de morphologie quels sont les points de fraîcheur qui peuvent bien fonctionner. Donc ici vous avez l'exemple d'une petite cour dans une distillerie. Donc l'intérêt de cette cour, c'est qu'elle a une morphologie qui est extrêmement compacte. Elle est ombragée par 2 mûriers à feuilles de platane qui limitent du coup les apports solaires. On a des remontées d'humidité au niveau du sol qui permettent justement d'avoir de l'évaporation au niveau du sol, donc de garder une température de surface relativement faible au niveau des dallages. On a bien sûr des joints qui sont poreux, et donc l'intérêt de cette cour-là, c'est que par sa morphologie, elle fonctionne vraiment comme une espèce de puits de fraîcheur. Elle est ombragée, étroite, donc elle n'a pas de prise au vent. Et des détails aussi, elle a aussi des versants de toiture qui sont orientés vers la cour, donc ça, c'est pareil, c'est des choses qui restent à documenter, mais comme vous n'avez vraiment aucun vent, vous avez en fait l'air froid qui va naturellement couler au fond de cette cour. C'est par gravité, si vous voulez. Et ça, on peut proposer, il y a des morphologies de cours qu'on peut trouver ailleurs à Arles. Donc ça, c'est un espace à Arles qui s'appelle l'espace Van Gogh, qui est en fait une espèce de zone extrêmement touristique. Et en fait, il y a une fontaine qui est au milieu, sauf que la morphologie de la cour est telle que en fait, la fraîcheur qui est produite par cette fontaine est continuellement brassée par les vents. Et donc, on a deux logiques différentes qui s'opposent. Celle de la cour étroite, presque à l'échelle du patio qu'on peut retrouver en Espagne, qui s'oppose en fait avec cette grande cour-là, où en fait, la fraîcheur n'a aucun intérêt parce qu'elle est continuellement brassée entre les deux. Donc ça donne aussi des indications en termes de morphologie de cour à privilégier, à conserver, voire à valoriser dans le cadre d'un plan de sauvegarde mise en valeur du patrimoine, en disant par exemple on peut arriver à rendre public un petit réseau de cours étroites comme ça. Autre chose qui a été documentée, je vous ai parlé de ces caves en débord sous la chaussée. L'intérêt de ces caves, c'est que, alors, traditionnellement, elles n'étaient pas cuvetées avec du béton, donc elles s'étaient sur des terre-pleins. Et donc, pareil, vous avez des remontées d'humidité qui font que vous avez de l'évaporation au fond de ces caves qui créent justement de la fraîcheur. Alors, le vrai problème, c'est les habitants qui commencent à mettre un cuvetage en béton là-dessus, donc qui vont imperméabiliser et qui vont commencer à détruire le fonctionnement hygrométrique traditionnel. Et là, du coup, ça crée des pathologies que vous connaissez sans doute si vous travaillez sur le bâti ancien. Mais l'intérêt pour nous, c'est que ces caves aussi, elles débouchent sur les rues via des soupiraux, donc ça, il y en a beaucoup dans le centre d'Arles. Et une stratégie toute simple qu'on s'est dit, c'était, étant donné qu'on a une sensation vraiment de paroi froide en été à proximité de ces soupiraux, on peut le signaler simplement avec du mobilier pour dire aux piétons, vous pouvez vous asseoir ici, il fera toujours un peu plus frais qu'à côté. Donc après, vous pouvez ombrager, etc. Mais l'idée, c'était de souligner vraiment les qualités patrimoniales d'Arles, et donc juste avec du mobilier, par exemple. Oui, la coupe que j'ai faite à droite exagère un peu, ça crache pas de l'air froid comme ça, c'est pas une VMC, mais il y a une sensation de paroi froide si vous voulez.
Autre chose qu'on a documenté en regardant des vieilles peintures, c'était l'existence de protection solaire traditionnelle. Donc vous voyez sur cette peinture-là des espèces de crochets qui étaient suspendus. Et en se renseignant auprès d'un expert du patrimoine d'Arles, qui nous a beaucoup aidé sur cette étude, en fait, il nous a expliqué que ça servait à suspendre ce qu'on appelle les toiles en sparte. Les toiles en sparte, c'est des toiles faites à partir de roseaux. Donc le roseau, une ressource biorégionale qui est très abondante en Camargue. Et en fait, ces toiles étaient simplement déroulées devant les ouvertures, voire devant des façades, pour les protéger de l'ensoleillement, notamment sur l'orientation ouest. Donc ça, c'est un intérêt aussi, c'était de dire, finalement, on a un patrimoine de solutions de protection solaire qui a disparu, qu'on pourrait tout à fait réactiver dans une perspective justement d'adaptation au changement climatique dans le cadre d'Arles. Là, sur l'image que je vous ai donnée, j'ai aussi ajouté autre chose. Vous voyez, la protection solaire est un peu redondante puisque c'est une ouverture qui a déjà des volets. Mais on a aussi documenté à Arles l'existence de volets traditionnels, notamment ce qu'on appelle des volets à double lame croisée. C'est des volets où il y a 2 épaisseurs de bois plutôt qu'une. Donc ça apporte aussi un supplément d'isolation, ça améliore aussi le facteur solaire, etc. Et donc l'idée de cette étude qui a été faite à Arles, c'est de dire, on a, par rapport à ces questions patrimoniales, en fait, il y a tout un patrimoine vernaculaire traditionnel de protection contre la chaleur qui a disparu avec la généralisation de la climatisation, qui mériterait d'être réactivé aujourd'hui. Et en fait, d'une certaine manière, l'idée c'était de faire jouer le patrimoine contre le patrimoine. Si aujourd'hui les questions patrimoniales empêchent de s'adapter à la chaleur, allons voir ce qui existait comme patrimoine d'adaptation à la chaleur pour dire, si vous êtes dans une logique de restitution des qualités patrimoniales du bâti ancien, il y a tous ces trucs-là qu'on a oubliés, pourquoi ne pas les réactiver ou les utiliser? Tout ça, c'est aussi un vecteur de qualité de vie, d'amélioration, on va dire, du cadre bâti traditionnel, et ça permet aussi d'apporter de la diversité bâtie, de valoriser tout un patrimoine, donc c'est tout bénéfique, entre guillemets. Et je voulais terminer par les citations d'un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gilbert Simondon, qui est un philosophe qui a beaucoup travaillé sur la philosophie des techniques et l'histoire des techniques. Et il dit cette phrase que je trouve très belle. Les techniques ne sont jamais complètement et pour toujours au passé. Et il ajoute, il faut apprendre non seulement à inventer du nouveau, mais à réinsérer l'ancien et à le réactualiser pour en faire un présent sous l'appel de l'avenir. Cette idée justement qu'on ne doit pas être toujours à chercher l'innovation, mais qu'on peut arriver à réactualiser l'ancien et que tout ça, ça représente un travail qui est tout à fait intéressant, au même titre que l'innovation et la recherche, on va dire, de nouveautés. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup Clément. On a du temps pour échanger avec Clément, donc n'hésitez pas à vous signaler si vous avez des questions. Bonjour, donc Ewen Rabalan du bureau d'études Étamines. J'ai des questions parce que du coup on a vu de l'architecture, on a vu de la technique, et on a un peu parlé aussi d'usage avec le nomadisme interne. Et justement, mes questions elles tournent là-dessus, c'est est-ce qu'il y a des infos sur quel était le niveau de confort accepté il y a 50, 100 ans, et est-ce que c'est décrit quelque part, est-ce qu'on a de la donnée là-dessus, sur le confort d'été ou le confort d'hiver? Et j'ai perdu ma deuxième question, donc on va rester là-dessus. Merci pour la question. Alors, sur le confort d'hiver, c'est un peu documenté. Si vous voulez, on admettait au début du XXe siècle 12 degrés dans les chambres à coucher. Donc ça reste relativement faible. Voilà. Mais en fait, il faut voir ça aussi de point de vue plus global. Il y a un ouvrage d'un historien qui s'appelle Les Délices du feu, où il raconte en fait l'histoire du chauffage au XVIIe et XVIIIe siècle, et il explique limite à l'époque en fait on s'habillait plus en rentrant dans un bâtiment qu'à l'extérieur, parce qu'en fait il faisait presque parfois plus frais à cause de l'inertie, etc. Et en fait il y a aussi la question de l'alimentation. L'alimentation à une époque était beaucoup plus riche en graisse, donc on supportait aussi beaucoup mieux ces épisodes de froid. Et traditionnellement, c'est logique aussi d'habitation. Certes, on habitait 1 ou 2 pièces en période hivernale, on habitait beaucoup plus en été. Donc c'est vrai que ces 12 degrés, il faut aussi les contextualiser par rapport au mode d'habillement, etc., aux habitudes, à l'activité. Mais oui, effectivement, ça paraît relativement faible. Et pour la chaleur, en fait, c'est assez drôle, mais dans les témoignages de ce bouquin, Les Délices du feu, historiquement, en fait, les constructions traditionnelles sont vraiment plutôt bien conçues du point de vue du confort d'été. Par contre, elles sont très inconfortables en hiver. Et donc, il y a une espèce d'effet assez étrange de se dire que dans les témoignages, ce qui reste, c'est beaucoup à quel point en fait, il faisait froid à l'intérieur. Et un indicateur qui est souvent présenté par
si vous voulez, les historiens ils adorent regarder ça, c'est quand est-ce que les bouteilles de vin ou les bouteilles d'eau gelées à l'intérieur. Ça c'est voilà. Alors le vin de l'époque il était un peu moins alcoolisé que celui d'aujourd'hui, mais bon quand même pour faire geler une bouteille de vin il faut y aller. Mais voilà, vous avez je sais pas, le 18 janvier 1709, il y a eu voilà, les bouteilles congelées. Donc oui, il faisait extrêmement froid dans la construction traditionnelle. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, du point de vue des normes de confort qu'on a, c'est vraiment à relativiser. Voilà, je ne sais pas si je réponds peut-être un peu à côté. Donc ça, en fait, c'est vrai que ça, comment dire, ça module un peu ce côté, oui, le vernaculaire est un modèle, etc. Il faut le mettre en perspective par rapport aux normes de confort de l'époque. Mais il faut aussi regarder ça dans un cadre plus global, l'habillement, le mode d'alimentation, etc., qui rentre aussi en jeu. Merci beaucoup pour cette conférence. Benoît Dufresne du collectif Paille Armoricain. Moi, je suis très intéressé de savoir quelles ont été les suites avec les ABF, et notamment sur le patrimoine contre le patrimoine et la réintroduction du coup des volets, comment ils ont perçu ça, et notamment par le fait que ça a été oublié par l'apport des systèmes techniques, pétroliers, etc., les climatisations. Et est-ce que des suites sont possibles dans les documents de planification et d'urbanisme, dans les PLU bioclimatiques, on sait que ça va être un sujet. Est-ce que ces systèmes-là ne permettent pas justement de réintroduire les ABF comme des alliés et de les faire prendre conscience de l'intérêt des biosourcés et des solutions passives? Merci pour votre question. Alors pour l'instant, l'étude, ça a été un petit peu un coup de com', donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de suite de qu'est-ce que ça va devenir. Il y a des discussions sur éventuellement l'ouverture de certains marchés, notamment sur la mise à jour du canal de Craponne, etc. En fait, les architectes des bâtiments de France, quand vous en parlez directement, en fait, ils ont l'air plutôt d'accord, mais c'est plutôt en pratique qu'on voit qu'il y a des contradictions flagrantes. Typiquement à Arles, il y a des cas de bâtiments, par exemple des hôtels qui sont ouverts que l'été, qui ont de l'eau chaude sanitaire pour l'utofuel, par exemple. Les hôteliers me diraient, moi j'adorerais mettre des panneaux solaires thermiques pour avoir de l'eau chaude solaire. Et ben non, du coup c'est pas possible à cause des ABF. Donc c'est vrai qu'en pratique c'est problématique. Mais je sais que dans les PSMB, cette thématique, elle vient petit à petit. Le PSMB de Lyon, je crois qu'il y a Tribu qui a travaillé dessus, ils ont intégré, ils sont allés voir des vieilles cartes postales sur comment ils pouvaient valoriser certaines protections solaires. Donc en fait, ça va vraiment dépendre de la doctrine des ABF sur ces sujets-là. Mais je sais que beaucoup, donc là c'est la DRAC PACA qui a commandé le truc, la DRAC a quand même envie de dire, bah non, il faut arriver à mobiliser sur ce sujet. Donc peut-être que la prise de conscience commence, et je pense qu'à mon avis, il y a largement de quoi faire. Mais le vrai problème, c'est surtout les contradictions flagrantes. Par exemple, des bâtiments qui n'avaient pas de volets initialement, qui ont eu des volets par la suite, on demande du point de vue patrimonial de retirer les volets, donc du coup on les climatise. Donc, du coup c'est vraiment un peu... Enfin bref. Donc des contradictions comme ça qui sont... Pour moi c'est encore ça le plus grave, c'est cette chose-là. Et typiquement à Arles, le vrai problème c'est tout ce qui va être ban, store, etc. Ça en fait c'est pas très apprécié, donc la question c'est que par exemple les commerçants s'ils doivent changer leur store, il faut qu'ils le fassent pendant la nuit, pas que ça se voit, enfin des trucs hallucinants. Donc voilà, j'ai envie de dire que la prise de conscience elle commence, j'espère qu'elle va se développer, mais pour l'instant on n'a pas vraiment de suite à ce truc-là. Merci pour l'architecte. Vous n'avez pas parlé des habitations troglodytes, est-ce que c'est considéré comme vernaculaire? Autrement, dans la diapo où on voyait les 3 maisons côte à côte avec différentes hauteurs de plafond, ils étaient végétalisés. Est-ce que c'est un thème qui revient souvent à la végétalisation dans l'habitat vernaculaire ou pas? À ma connaissance, c'est beaucoup utilisé en Irlande. En fait, c'est plutôt quelque chose qu'on retrouve quand même dans les régions nordiques. C'est pas une thématique que j'ai beaucoup observée personnellement dans l'habitat en fait, vernaculaire en France. Je ne sais pas pour quelle raison. C'est vrai que ça, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup étudié. La végétalisation des toitures, en fait, donc ça, on peut en discuter après des questions thermiques que ça apporte. Donc ça apporte surtout un supplément d'inertie. Il y a la contribution de l'évapotranspiration, d'évaporation du sol. En fait, ça va dépendre aussi de ce qu'on plante. Je peux parler des cas aujourd'hui actuels. Aujourd'hui, on met des plantes type sédum, tout ça, qui évapotranspirent relativement peu. Donc ça apporte surtout un supplément d'inertie. Mais en fait, sur l'aspect vernaculaire de l'utilisation de ces techniques-là, j'ai pas vraiment de source, si c'est que c'est on voit l'habitat en Irlande de bâtiments semi-enterrés comme ça avec des couvertures engazonnées, ça c'est assez courant pour le coup. Donc c'est plutôt quelque chose qui a l'air d'être utilisé au nord de l'Europe. J'ai pas de source sur la France.
Bonjour, merci pour cette présentation. Kevin Bach de l'atelier Franck Boutet. J'ai 2 petites questions, je vais essayer de ne pas oublier la deuxième. La première concernant votre abri à effet Venturi, si on peut avoir un peu plus de détails sur ce qui n'a pas fonctionné. Et la deuxième question, c'est concernant plutôt l'inertie dans les climats du Sud. On observe qu'avec les canicules de plus en plus prolongées, et surtout les nuits tropicales où la température ne descend pas, que les bâtiments à forte inertie du coup stabilisent une température potentiellement inconfortable. Donc voilà, on va avoir votre avis un peu sur l'inertie dans les climats du Sud. En fait, sur l'abri, je vais faire court, c'est simplement que c'était un concours et j'ai perdu. Et en fait, oui, il aurait fallu faire des calculs de CFD pour essayer de bien documenter la chose. Mais en fait, il y a beaucoup dans le cas des abris, typiquement, c'est des trucs qui intéressent beaucoup toutes les agences de voyage, enfin pas de voyage, mais plutôt tous ceux qui travaillent sur les transports. Et en fait, ils parlent, oui, ils voudraient faire par exemple des abribus climatiques, etc. Sauf que la contrainte d'orientation d'un abribus, c'est parallèle à la voirie, en fait. Donc typiquement, protection solaire, d'orientation au vent, en fait, ça ne rentre même pas en compte. Donc toujours des questions, quand on travaille dans l'espace public, surtout sur les questions d'abri pour le transport, l'orientation en fait doit beaucoup jouer. Donc là c'était, on va dire, une espèce de manifeste. Donc voilà, après, voilà. L'idée de ce truc-là, c'est surtout de dire, en fait, finalement, il y a un gisement de techniques traditionnelles de protection contre la chaleur, et contre on va dire, et de chauffage aussi, qui est à exploiter, à creuser pour le réactualiser. Et c'est plutôt, on va dire, une espèce de manifeste, en fait, ce truc-là, donc l'efficacité pour défaire des questions de CFD pour que je la fixe. Mais c'est plutôt une ouverture, quoi, pour le coup. Et sur la question de l'inertie, c'est une très bonne question, merci. Vous avez raison. L'inertie, c'est un vrai problème. Et par exemple, j'ai parlé des constructions d'une ZAB, celle-ci. En fait, typiquement, c'est des constructions qui sont trop inertes. Et c'est documenté qu'effectivement, elles sont inconfortables pendant la nuit. Du coup, la stratégie, là, le nomadisme interne joue son plein. C'est justement, on va dormir sur les terrasses, pour en fait bénéficier du rayonnement de grande longueur d'onde vers la voûte céleste et pour se refroidir le plus rapidement possible. Donc en fait, on va aller habiter la zone la plus fraîche. Et dans les climats, en fait, on a des maximums, des minima de température trop élevés. Pour le coup, la stratégie de nomadisme interne, elle joue à plein. Et voilà, en termes d'expérience, c'est beaucoup plus confortable d'aller essayer de dormir sur son balcon quand on a pendant une canicule que de dormir dans sa chambre. Après, il y a d'autres contraintes qui vont entrer en jeu, notamment les contraintes acoustiques. Ce qui fait que, effectivement, si on est dehors, on va plus entendre les voitures, etc. Donc l'acoustique joue beaucoup en fait en termes de confort thermique nocturne, en période de canicule. Les moustiques aussi vont jouer, parce que certaines personnes préfèrent s'enfermer, quitte à avoir trop chaud et climatiser pour éviter d'avoir des moustiques. Donc en fait, il y a plein de paramètres de confort global qui vont affecter le confort thermique nocturne en période de canicule. Mais voilà, pour le coup, la stratégie de nomadisme on va dire, elle joue à plein quand l'inertie est trop importante, quoi. Je vais te dire un truc complètement délirant, mais si en période de canicule, on faisait des campings dans les parcs, il n'y a rien de mieux qu'être en camping en période de canicule. Vous avez l'inertie d'une tente, elle est minimale. Enfin voilà, c'est peut-être une connerie, je ne sais pas, pour investiguer, mais ce que je voulais dire, c'est que cette stratégie de nomadisme, elle peut être on peut y réfléchir, quoi. Bonjour, Sophie Lenné, architecte urbaniste. Donc c'est très intéressant, en particulier sur Arles. J'ai une question qui n'est pas forcément pertinente. Est-ce qu'on peut remettre la photo du banc devant la grille? Parce que je trouve ça dommage en fait de cacher la grille, qui est magnifique, et le banc aussi est magnifique. Par rapport au travail qui a dû être fait avec les architectes des bâtiments de France, et par rapport à l'usage, j'aurais plutôt mis 2 bancs, un de chaque côté, déjà pour la convivialité, ça aurait peut-être été mieux, et ça cache la grille, je trouve ça dommage. Bon, c'est vraiment un détail par rapport à tout ce que vous nous avez dit, donc c'est vraiment le détail. Mais je pense que ça aiderait à la compréhension de tous, quoi. En plus, il y a 2 fenêtres, donc un banc de chaque côté. Je vous rassure, c'est une 3D, du coup, aucune grille n'a été implémentée pendant cette opération. Du coup, j'y penserai. J'arrive avec ma deuxième question de tout à l'heure. C'était aussi peut-être nous parler de comment ont évolué nos modes de vie sur la durée des journées et comment en fait peut-être il y
il y avait un mode de vie qui était adapté à un habitat vernaculaire qui aujourd'hui on l'a plus. Quelles sont nos pistes pour le retrouver? Voilà. C'est une très bonne question. Un truc tout bête, par exemple, en période estivale, il y a le fait de fermer ses volets, ses fenêtres en journée. Donc pour les gens qui télétravaillent, aujourd'hui, c'est un inconfort de se dire, régulièrement, en fait, quand on parle de fermer ses volets en journée pendant une période de canicule, les gens vont dire « Ah, mais on va pas se terrer ou se mettre dans une caverne comme si on était des animaux ». Il y a un côté, l'imaginaire de vivre dans le noir en plein été, en fait, c'est pas très bien accepté. Voilà, c'est ce qui est très curieux. En fait, en Provence, ils appellent ça se mettre en cabane. En fait, quand vraiment en été, on ferme les volets et on vit dans le noir. Donc ça, c'est ce côté, voilà, vivre dans le noir en été, psychologiquement, c'est pas accepté. Après, oui, sur la question des modes de vie, il y a quelque chose qui est très juste. Par exemple, ne serait-ce que sur les horaires de travail, on parle des fois souvent du mode de vie espagnol, du décalage des activités plutôt en soirée. Et ça, c'est quelque chose qui est documenté en période de canicule. On se rend compte qu'il y a des décalages d'une demi-heure de certaines activités, les gens mangent un peu plus tard, etc. Donc, naturellement, en fait, il y a des études scientifiques qui sont faites sur ces décalages d'activités en période de canicule. Donc, il y a toute cette modulation des horaires sur laquelle on peut jouer. Et en fait, c'est quelque chose qui se fait en cas d'urgence. En fait, dans les pays où vous avez des pics de chaleur, on peut observer des fois en Iran ou ça, en fait, c'est des jours où ils ferment les écoles pendant la journée. Enfin voilà, en fait, on voit que la question des horaires de travail, des horaires d'ouverture des bâtiments, en fait, en dernier recours, c'est un levier sur lequel on joue. Bon, après, de manière plus générale, si on parle de manière plus philosophique, le système d'horaire qui s'est structuré avec les heures, etc., en fait, il vient c'est un historien qui s'appelle Lewis Mumford qui a dit, qui a étudié ce truc-là, et en fait, le fait de travailler sur des horaires fixes, ça a été plus ou moins structuré au Moyen-Âge dans les ordres cisterciens, au XIIe siècle. Les cisterciens vont commencer à structurer le temps selon les 3 mythes, 8 heures de travail, 8 heures de prière, 8 heures de repos, et vont inventer en fait les horloges pour ça, pour arriver à structurer un temps abstrait, et c'est la naissance de ce temps un peu abstrait, découpé en heures, en minutes, avec lequel on est tous habitués, où en fait on voit une décorrélation entre les modes de vie et le climat. Un truc très bête, les meuniers, quand vous interrogez encore les derniers meuniers au XIXe siècle, il y a des témoignages de ce truc-là, un meunier peut travailler une semaine consécutive quand il y a du vent. Et vous avez des témoignages qui disent, les meuniers parlent des fois, si le bon Dieu m'a envoyé du vent pendant une semaine, je vais travailler pendant une semaine, c'est comme ça, malgré les interdictions qui pouvaient exister. Donc il y avait une modularité du temps en fonction du climat. Et ça a donné un article qui est très beau, qui a été écrit par Chris de Decker. Chris de Decker il tient un magazine en ligne qui s'appelle Le Tech Journal. C'est l'article en français. Et il a écrit un article qui s'appelle « Comment refonder l'économie sur la météo », où il essaie de dire l'intermittence du climat, de la météorologie, à une époque a été exploitée, utilisée et intégrée à l'économie, alors qu'aujourd'hui elle est complètement décorrélée. On a un temps abstrait et le climat à côté. On essaie de voir comment on peut jouer l'un et l'autre. Donc bref, d'un point de vue plus général, il y a cette question de comment est-ce que l'intermittence, la variabilité météorologique, elle est intégrée aussi à l'économie, au mode de vie, etc. C'est un peu plus, peut-être une réponse un peu vague. Une dernière question peut-être? Une ou plusieurs, un petit peu de temps. C'est la première fois que vous venez à Rennes. Nous, à Rennes, cet été, la ville a expérimenté pour rafraîchir la rue principale de tendre des bouts de plastique. Des gros osiers, voilà. Le choix du matériau, ça coûte moins cher sans doute le plastique, je ne sais pas. On peut s'interroger là-dessus. Et puis une autre question, vous avez été invité ici dans le temple du béton. Franchement vernaculaire, ça vous a interpellé quand vous êtes arrivé? Du peu de trajet que j'ai fait entre la gare et Rennes, je me suis dit, Rennes est une ville brutaliste, il n'y a que des constructions. Non, mais ça rappelle, mais pour le coup, si c'est une opération de rénovation, c'est toujours à valoriser en termes d'économie carbone que ça permet. Et oui, dans le cas des ciels de rue qui ont été installés à Rennes, alors ça a été extrêmement populaire sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'articles qui ont été faits, et effectivement c'est du plastique, donc du point de vue d'impact environnemental, c'est pas très bon. Par contre, je trouve que ce qui est intéressant, cette histoire de ciels de rue qui ont été suspendus, c'est que ça permettait aussi de valoriser des rues commerçantes, et donc d'une certaine manière, le côté un peu instagrammable, on fait des belles photos, ça crée de l'attractivité supplémentaire, en plus du bénéfice d'ombrage que ça apporte.
Et je pense que c'est un peu dans cette manière-là qu'il faudrait bien penser, c'est comment est-ce qu'on ne va pas répondre simplement sur une problématique technique au nombrage de rue, on apporte aussi de la qualité de vie, ou on va dire une qualité, on va dire d'image, ou j'en sais rien, qui font que ça améliore l'attractivité, ou ça rend un truc plus agréable. Donc je ne sais pas, de l'extérieur en tout cas, ça paraissait plutôt une réussite, c'est ce qu'il y a. Effectivement, outre le matériau.